Bonjour à tous, bienvenue. Euh, Excusez-moi, j'ai un petit coup de téléphone à passer. Par contre, j'ai complètement oublié, mais c'est l'anniversaire de ma belle-sœur aujourd'hui. Faut que je l'appelle absolument. Elle habite à Tahiti, c'est pas très facile de la joindre. Mais, mais en fait, est-ce que chez elle, on est vraiment aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas un peu déjà demain ou est-ce que c'est pas plutôt hier? Finalement, c'est quoi une date? Alors, une date, c'est un moyen de se repérer dans le temps. En général, on représente ça avec une année, un mois, un jour, une heure, une minute, une seconde, une milliseconde si vous voulez être très précis. Un fuseau horaire, je crois qu'on est un peu là pour ça. Un calendrier aussi, parce qu'en fait, si mon référentiel c'est le calendrier hébraïque, on va pas du tout être synchro. Mais je parle de se repérer dans le temps, mais en fait, qu'est-ce que c'est que le temps? Alors, pour simplifier un peu, le temps c'est un genre de flux continu qu'on traverse un peu tous ensemble. Le passé, c'est l'accumulation des expériences antérieures qu'on ne peut pas modifier. Le futur, c'est ce qui ne s'est pas encore produit, qu'on peut, dans une certaine mesure, altérer. Et le présent, finalement, c'est juste cette petite jonction entre le passé et le futur. Alors, je vous ai fait une définition un peu simpliste du temps. Si vous voulez aller lire l'article de Wikipédia sur le sujet, il pose plus de questions qu'il apporte de réponses. Et finalement, il y a plusieurs façons de représenter le même point temporel. Aujourd'hui, il est 14h35 à Paris, mais il est déjà 20h30 à Singapour. On est même déjà demain, le 18 avril, en Nouvelle-Zélande. Et si mon calendrier, c'est le calendrier hébraïque, on est le 9 Nissan 5784. Alors, on peut évidemment ignorer certaines données en fonction du contexte. Si je vous dis venez manger dimanche 20 avril 2024 à 12h00 heure de Paris, dans le calendrier grégorien, bon bah venez manger dimanche midi quoi. Voilà, merci. Non, sauf qu'en fait c'est un peu plus compliqué que ça, en particulier les fuseaux horaires. Alors, pourquoi les fuseaux horaires? C'est compliqué. Alors je vous présente la Terre et sa représentation qu'on voit en général dans les mapmondes, sa représentation plane. Depuis des millénaires, on considère que midi, c'est quand le Soleil est au zénith, quand il est le plus haut dans le ciel. Le premier cadran solaire date de moins 1500 Jésus-Christ à peu près. Midi, ça représente à peu près la moitié d'une journée. En anglais, on dit midday, et il y a son petit copain ou son petit opposé qui est minuit, le milieu de la nuit, mi-nuit. Sauf que quand il est à midi à Paris, il n'est pas du tout midi à Tahiti, qui est de l'autre côté de la planète. Il est même pas du tout midi à Lyon en fait. Moi je viens de Lyon, on est toujours un petit peu en avance sur le temps parisien, en temps solaire j'entends. Et finalement la question à se poser c'est qu'est-ce que c'est que l'heure locale? Jusqu'à la fin du 19e siècle, chaque ville avait son heure locale, étant donné que c'est les cadrans solaires et ensuite les églises de la ville qui donnaient l'heure. C'est chaque ville qui rythmait la propre vie de ses habitants en fonction de son heure locale. Mais avec l'essor des transports, en particulier du train, avoir une heure par ville, c'est vraiment pas très pratique. Aux États-Unis, il y avait plusieurs compagnies ferroviaires différentes et chaque compagnie avait son propre système de mesure du temps, soit en fonction de son siège social, soit en fonction d'un terminus important. La gare centrale de Pittsburgh, par exemple, qui était partagée par plusieurs compagnies, avait 6 heures locales différentes, alors qu'on est au même endroit, au même moment. Toujours aux États-Unis, il y a eu jusqu'à 300 heures locales différentes. Alors, les humains, quand on a des trucs qui sont un peu compliqués, on essaie de les simplifier. Et donc, il y a un mathématicien qui s'appelle Quirico Filopanti qui a posé les bases d'un système universel. Ces travaux sont repris en 1876 par un géographe qui s'appelle Sanford Fleming qui propose le système actuel, le temps universel coordonné, qu'on appelle parfois en abrégé UTC. C'est basé sur le méridien de Greenwich dans la banlieue de Londres. Le système est adopté en 1884 pendant la conférence internationale du méridien. Alors qu'est-ce que c'est que ce système? Il y a 24 heures dans une journée, il a pris le globe terrestre, il l'a coupé en 24 tranches égales. À Greenwich, on est à UTC plus 0. Si on part à l'ouest, on retire 1 heure sur chaque tranche jusqu'à UTC moins 11. Si on part à l'est, on ajoute 1 heure jusqu'à UTC plus 12. Entre ces deux tranches qui sont à l'opposé de Greenwich, il y a ce qu'on appelle la ligne internationale du changement de date. C'est la ligne pour laquelle on doit changer non pas que l'heure de sa montre quand on passe cette ligne-là, mais aussi le jour.
C'est notamment cette ligne qui permet à Phileas Fogg, dans le Tour du monde en 80 jours, de gagner une journée sur son trajet. En fait, il n'a juste pas gagné une journée, il a juste oublié de régler son calendrier. Mais là, je parle de fiction, mais il n'y a pas que la fiction qui a connu ce problème. Quand le navire, la Victoria, revient du premier tour du monde avec l'expédition de Magellan, le carnet de bord a été parfaitement tenu à jour par le capitaine. Le navire débarque sur les côtes africaines un mercredi, sauf qu'en fait, pour le reste de la planète, en fait, on est jeudi. Il y a même eu tellement de débats qu'il y a eu une délégation spéciale qui a été envoyée à Rome pour expliquer au pape pourquoi il y avait ce jour d'écart. Enfin, je vous ai parlé de 24 tranches identiques, similaires, bien coupées et tout ça. Sauf que dans un même pays, s'il y a une tranche qui coupe le pays, c'est quand même plus pratique d'être sur le même fuseau horaire et pas avoir une heure de décalage quand on est à 5 km de son voisin. Donc finalement, il n'y a aucune tranche qui est ni vraiment égale, ni vraiment droite. Enfin, je dis dans un pays, mais quand le pays est trop large, on est obligé de couper le pays quand même. Au Canada, par exemple, il y a 5 fuseaux horaires. En Russie, il y a 11 fuseaux horaires. En France, il y a 12 fuseaux horaires. En fait, avec les départements et les collectivités d'outre-mer, on a 12 fuseaux horaires. On est le pays au monde qui a le plus de fuseaux horaires différents. Mais ça, généralement, tout le monde s'en fout. Alors, il y a quand même des pays qui sont assez vastes, où c'est simple. La dictature, parfois, ça aide. En Chine, il y a un seul fuseau horaire. Tout le monde est sur l'heure de Pékin. Sauf que du coup, en fait, c'est le bordel. Parce que si on est en temps solaire, on va pouvoir se coucher, par exemple, à l'est de la Chine, il sera 20h, quand à l'ouest de la Chine, il sera minuit. En plus de ça, la Chine, il y a quelques dissidences. Il y a un régime qui n'est pas trop aimé du régime de Pékin, c'est le régime des Ouïghours qui habitent dans la province du Xinjiang. Et dans cette province, les Ouïghours appliquent leur propre heure par dissidence avec le régime en place. En plus de ça, il y a quelques fuseaux horaires qui sont un peu étranges. En général, quand un pays décide de se rattacher au temps universel coordonné, il choisit une tranche entière vis-à-vis du méridien de Greenwich. Donc. Mais il y a quelques pays qui se sentaient un peu pousser des ailes. L'Iran, par exemple, a choisi UTC plus 3h30. L'Afghanistan, UTC plus 4h30. L'Australie centrale, UTC plus 9h30. L'Inde et le Sri Lanka, UTC plus 5h30. Donc un des Sri Lanka, il y a 1 milliard d'habitants, donc il y a plus d'1 milliard d'habitants sur la planète qui ne sont pas sur un décalage d'heure entière vis-à-vis du reste de la planète. Le Népal, le petit pays à côté, ils ont choisi UTC plus 5h45 parce que quitte à faire n'importe quoi, autant mettre un quart d'heure de plus. Il y a un autre genre de rebelle vis-à-vis du système actuel, c'est l'État du Kiribati. L'État du Kiribati, c'est un État insulaire dans le Pacifique. Les îles se trouvent de part et d'autre de la ligne internationale du changement de date. Et donc finalement, pour que toutes ces îles soient sur le même jour calendaire, ils ont décidé d'utiliser UTC plus 12 pour ces îles les plus à l'ouest, mais aussi UTC plus 13 et UTC plus 14. Finalement, c'est un peu les personnes sur la planète qui sont le plus en avance sur notre temps. En tout cas, c'est les premiers à fêter le Nouvel An. Et donc finalement, on est déjà bien loin des 24 fuseaux horaires initiaux, puisqu'on a 37 fuseaux horaires. Mais pourquoi c'est le bazar comme ça ? Tout est un peu politique ou économique. Alors on va revenir dans le temps, on va remonter en 1884 pour la conférence internationale du méridien. Était proposé comme méridien de référence, donc soit le méridien de Greenwich dans la banlieue de Londres, soit le méridien de Paris. Alors en 1884, quand on est l'Empire britannique, on a un petit empire colonial qui représente à peu près un quart des habitants de la planète. On a aussi un copain qui s'appelle les États-Unis qui pèse un peu dans le game à l'international. Et les deux réunis, ça représente à peu près les 2/3 de la flotte mondiale. Pas trop dur d'imposer son méridien. Bon, en contrepartie, pour faire plaisir, les Anglais ont accepté de passer au système métrique, ce truc assez pratique où on pèse en kilos, on mesure en degrés Celsius et tout ça. Pour les États-Unis, on reviendra plus tard. Alors, il y a quand même eu un autre compromis, c'est sur le nom, sur l'abréviation UTC. Les Anglais voulaient Coordinated Universal Time, CUT. Les Français voulaient TUC, pour le temps universel coordonné, pas pour les gâteaux. Et le compromis, ça a été UTC, qui veut rien dire. La France mettra près de 30 ans à accepter donc, le temps universel coordonné comme valeur de référence, et c'est le 9 mars 1911 que le texte de loi est adopté, et l'heure légale en France devient l'heure du temps moyen de l'Observatoire de Paris, retardée de 9 minutes et 21 secondes.
En fait, c'est l'heure du méridien de Greenwich, hein, mais il ne faut pas déconner et laisser gagner les Anglais. Mais vous allez me dire, la France sur l'heure du méridien de Greenwich, mais aujourd'hui, il y a une heure de décalage, non, avec l'Angleterre. Alors en 1911, la France était bien sur l'heure du méridien de Greenwich, mais on va avancer un peu dans le temps. En 1939, il y a eu un petit événement mondial. Il y a eu l'armée allemande qui a occupé la France et qui a imposé son heure de référence pour la France. Par sympathie pour Hitler, l'Espagne de Franco passe aussi en 1942 à l'heure allemande. On avance encore un peu dans le temps, contre-offensive des Alliés. Les Anglais, pour se synchroniser avec ces alliés sur place, passent aussi à l'heure allemande. Donc en fait, Greenwich n'est plus à l'heure du méridien de Greenwich. Fin de la guerre, l'Angleterre repasse sur son heure originale. La France et l'Espagne ne changent pas d'heure. Donc finalement, on est bien trop à l'ouest comparé à notre méridien de référence. On dit souvent qu'en Espagne, les gens se couchent tard ou font les choses tard. En fait, non, ils font juste les choses à l'heure solaire. C'est juste que leur montre est fictivement trop décalée. On va partir de l'autre côté du monde. On retourne pas loin de notre ligne internationale du changement de date dans le Pacifique. En 2011, les Samoa ont purement et simplement décidé de supprimer le 30 décembre. En fait, pourquoi ils ont fait ça ? Ils étaient à l'est de la ligne du changement de date, mais leurs partenaires commerciaux principaux, c'est la Nouvelle-Zélande et l'Australie, qui se trouvent de l'autre côté de la ligne internationale du changement de date, donc ils n'étaient pas sur le même jour calendaire. Et en fait, pour commercer, c'est beaucoup plus pratique si on est sur le même jour calendaire, sinon le lundi et le vendredi, c'est beaucoup trop compliqué à utiliser. Ce qui est assez marrant, c'est qu'ils avaient fait le changement exactement opposé en 1892, où ils étaient passés sous la juridiction américaine. Et donc ils étaient passés du côté américain de la ligne internationale du changement de date, et ils avaient choisi le 4 juillet, qui est le jour de fête nationale des États-Unis, pour faire ce passage-là. Et donc le 4 juillet avait duré 2 jours. Voilà pourquoi c'est le bordel finalement. Tout est économique ou politique, tout change tout le temps en fonction des gouvernements ou pour des raisons de gros sous. Sauf qu'en fait, c'est même pas si simple. Je vous ai pas encore parlé du DST. Le DST, c'est encore un bazar qui est lié à l'économie. Le DST, c'est l'heure d'été, Daylight Saving Time. En fait, au début du XXe siècle, pour éviter le gaspillage de lumière, on décide de décaler les heures entre mars et octobre. Dans les faits, il y a eu une étude en 2009 qui est sortie qui a considéré que l'économie réalisée sur un pays, en tout cas en Europe, c'est de 0,015% de la consommation énergétique d'un pays. En fait, on a tellement amélioré le système d'éclairage, les LED et tout ça, et on consomme tellement beaucoup plus d'autres trucs que de l'éclairage, que la consommation générale d'un pays, qui est gagnée, est totalement anecdotique maintenant. Et donc avec l'heure d'été, on passe de 37 à 43 fuseaux horaires différents. Et là encore, beaucoup de politique et beaucoup de changements dans le temps. En France, on instaure l'heure d'été en 1916. En 1945, je sais pas, on a gagné la guerre, on était content, on abandonne l'heure d'été. 1973, choc pétrolier. En 1976, on rétablit temporairement l'heure d'été. Mais bon, il faut faire attention avec le temporaire, parfois ça dure longtemps. En 1996, on s'harmonise avec l'Union européenne, on change de quelques semaines le jour de passage à l'heure d'hiver. Enfin, je dis en France, mais dans les départements et collectivités d'outre-mer, on n'applique pas l'heure d'été. Sauf à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui change d'heure en même temps que les États-Unis. Et oui, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est une petite île dans l'Atlantique Nord, ils sont pas loin des États-Unis, ils doivent beaucoup commercer avec, et donc c'est beaucoup plus pratique de rester sur leur fuseau horaire. Et donc à l'Union européenne, au Parlement européen, il y a des gens intelligents qui ont réfléchi à ce truc-là, et depuis 2019, dans l'Union européenne, chaque pays peut supprimer son changement d'heure. Seulement par manque de consensus entre tous les pays, chaque pays peut choisir s'il reste à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver. Et donc la France étant plus fan de l'heure d'été, il pourrait être 14 heures en France, alors qu'il serait 13 heures en Allemagne, qui pourtant se trouve plus à l'est que nous. Bon, depuis 2019, il y a eu le Covid, la guerre aux portes de l'Europe, une inflation record, les catastrophes climatiques, Mbappé qui quitte le PSG. Donc finalement, en 2024, il n'y a aucun pays qui avait pris de décision dans ce sens. Aux États-Unis, c'est un peu pareil. Les États-Unis, c'est un État fédéral et chaque État est libre ou non d'appliquer l'heure d'été, ce que font tous les États sauf Hawaï et l'Arizona. Donc, en fait, en été, en allant de Los Angeles à Phoenix, vous n'allez pas changer d'heure, mais si vous faites exactement le même trajet en hiver, vous allez changer d'heure.
Et la palme du bazar revient quand même à l'Australie. L'Australie, c'est aussi un État fédéral. L'Australie, c'est coupé en 3 fuseaux horaires en hiver. Donc déjà UTC plus 8 à l'ouest, UTC plus 10 à l'est, et on l'a vu, UTC plus 9h30 au centre. Déjà là, c'est bizarre. Et quand ils font leur changement d'heure, en fait, ils passent à UTC plus 8 à l'ouest, UTC plus 9h30 ou 10h30 au centre, et UTC plus 10 ou 11 à l'ouest. Donc pareil, en fonction des saisons, si on va du nord au sud, on peut un peu voyager dans le temps. Alors, j'ai oublié de préciser, mais l'Australie, c'est dans l'hémisphère sud. Donc en fait, ils ne font pas leur changement en même temps que nous, ils le font entre octobre et mars, et pas entre mars et octobre. Et donc finalement, il y a des changements géopolitiques tous les ans, il y en a entre 5 et 10 tous les ans depuis des années, partout dans le monde. Moi, pour le coup, je travaille dans une société qui s'appelle Mapado. On émet un logiciel de billetterie pour des spectacles. Et on avait un gros client au Maroc qui, plusieurs mois par an, en fonction du serveur sur lequel on allait, avait des heures décalées d'une heure. Donc quand on émet des billets de spectacle, c'est pas top d'avoir une heure de décalage. En fait, on avait une librairie C qui gérait les dates qui étaient un petit peu anciennes. Et le Maroc a décidé de rester à l'heure d'été en 2018. Et nous, on avait une librairie qui était un peu ancienne et donc qui ne gérait pas ce changement géopolitique. Enfin, le Maroc est resté sur l'heure d'été, sauf pendant le ramadan. Parce que pendant le ramadan, c'est quand même plus pratique. Si le soleil se couche plus tôt, on peut manger plus tôt le soir. Donc finalement, les décisions sont aussi parfois religieuses. Alors on a vu ce joyeux bazar. Maintenant, comment on fait finalement en informatique pour gérer un peu toutes ces contraintes? Alors la norme en informatique, on aime bien les normes, elle s'appelle représentation de la date et heure, c'est la ISO 8601. Pour son application en particulier, c'est la RFC 3339, vous avez peut-être déjà vu ces deux chiffres. Comment on écrit une date dans la RFC 3339? On l'écrit comme ça. Donc on utilise 4 caractères pour écrire l'année, un tiret, 2 caractères pour écrire les mois, un tiret, 2 caractères pour écrire les jours, un T majuscule qui dit qu'on va passer au temps, 2 caractères pour les heures, 2 caractères pour les minutes, 2 caractères pour les secondes, tout ça séparé par des 2 points, et après un moins ou un plus, et le décalage vis-à-vis de UTC plus 0. Alors le décalage, c'est pas mal. Enfin, on va dire que c'est déjà ça, mais ça pourrait être mieux. En fait, on l'a vu avec entre les heures d'été et les différents changements à travers le temps, on ne peut pas vraiment travailler avec des dates de façon très précise si on n'a pas le fuseau horaire. Là, je vous ai mis un exemple qui a UTC-7. Quelle heure est-ce qu'il sera dans 6 mois? Impossible à savoir si vous ne savez pas si vous êtes soit à Phoenix, soit à Los Angeles. Alors vous allez me dire, c'est quoi le standard sur les fuseaux horaires? En fait, il n'y en a pas. Enfin, pas encore, tout du moins. Il y a une proposition de standardisation du fuseau horaire dans le format RFC 3339 afin de pouvoir ajouter un truc comme ça. Donc on garde tout le début, tout pareil. On rajoute un petit crochet, on rajoute le nom du fuseau horaire, on ferme le crochet. Il y a eu des avancées en 2023 sur le document, mais c'est pas encore finalisé, donc c'est pas encore standard et c'est un document qui date de plusieurs années, donc peut-être ça va durer encore quelques années. Alors, j'ai pas enlevé le décalage vis-à-vis de UTC, hein. En fait, on est obligé de le garder, celui-là. Pourquoi on est obligé de le garder? Parce que là, je vous ai mis le 29 octobre à 2h30 du matin. On va passer 2 fois à 2h30 du matin, le 29 octobre. C'est le jour où on passe à l'heure d'hiver, donc on recule son horloge de 3h à 2h. Et donc, on est obligé de savoir si on est à UTC plus 2, qui est l'heure d'été, ou à UTC plus 1, qui est l'heure d'hiver. D'ailleurs, je vous ai mis Europe-Paris, mais en fait, il n'y a même pas de standard sur le nommage des fuseaux horaires. C'est généralement la base du IANA, qui est une entité qui gère les DNS et les adresses IP, qui fait foi, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, Windows a son propre système de gestion des fuseaux horaires. Donc ça, c'était la théorie. Et dans les langages, en pratique, comment on gère un peu ce bazar? Il y a une question à élucider d'abord, c'est un peu quelle est la valeur par défaut. Là, j'ai ouvert une console JavaScript parce que c'était facile à ouvrir. Je lui ai demandé une date, je lui ai dit, donne-moi, qu'est-ce que j'ai mis, le 17 avril à 14h35. Donc il me dit bien, t'es le 17 avril à 14h35, GMT plus 2. Je lui ai pas donné de fuseau horaire. Pourquoi il dit GMT plus 2? En fait, le langage appelle le système d'exploitation. Le système d'exploitation, il dit, t'es en Europe-Paris, donc tu dois être GMT plus 2. JavaScript, il prend ça, il n'a pas mieux par défaut, donc il prend il fait avec ce que vous ne lui avez pas donné. Sauf que si vous exécutez exactement sur le même code sur un serveur, vous allez être si votre serveur est configuré pas en Europe-Paris, vous allez être à
GMT plus 0. Et donc vous exécutez 2 fois exactement le même bout de code et en fait vous avez une valeur qui sur la ligne temporelle est décalée de 2 heures. Notez que je n'ai pas spécifié de calendrier par défaut, pour le coup c'est le calendrier grégorien qui est quand même assez répandu sur toute la planète qui est utilisé. Donc finalement la meilleure façon de ne pas se tromper c'est probablement d'être explicite, donner le fuseau horaire ou le décalage UTC si vous l'avez. Et donc, moi je fais du PHP et du JavaScript surtout. Je suis allé voir un peu les autres langages, comment ils fonctionnaient. Je suis allé d'abord voir sur la doc de Ruby. Ruby, ils ont 2 classes pour gérer les dates et les heures. Ils ont time et datetime. Alors, datetime est plutôt déprécié, mais sur leur documentation, ils écrivent que datetime ne gère ni les secondes intercalaires, ni n'assure le suivi d'aucune règle de changement d'heure d'été. Si vous voulez aussi gérer les fuseaux horaires, alors bon courage. C'est littéralement écrit comme ça dans la doc. Alors pourquoi ils mettent ça en fait? Pourquoi ils mettent ça? Parce que la norme, elle date de 1884, elle a été appliquée dans les pays plus tard. Et donc si vous voulez travailler avec des dates dans un contexte historique, vous allez forcément devoir travailler avec des heures locales solaires. Ils prennent un exemple, comme exemple la journée du 23 avril. Le 23 avril, c'est la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Pourquoi c'est cette journée qui a été choisie? Parce que c'est le jour de la mort de Cervantes et de Shakespeare, qui sont 2 grands auteurs, un espagnol, l'autre anglais. Sauf qu'en fait, Shakespeare, il est mort le 23 avril, mais dans le calendrier julien. L'Angleterre n'était pas encore passée au calendrier grégorien. Donc en fait, ils ne sont pas du tout morts le même jour. Ils sont morts à 10 jours d'écart. Et pourtant, c'est quand même le 23 avril qui fait foi. Alors je suis allé voir du côté de Java. Alors on est à Devox, il y a pas mal de javaïstes, je ne veux pas trop me les mettre à dos. Ça a l'air plutôt bien géré. Je connais pas trop le langage, mais il y a une classe instant qui gère le point temporel, il y a une classe offset datetime et zone datetime qui gère les décalages vis-à-vis du TC ou les fuseaux horaires. Il y a des classes pour gérer les calendriers, des classes pour gérer les transitions d'heure d'été, etc. Enfin, finalement, j'ai l'impression que la verbosité qui est souvent reprochée à Java fait qu'on va se poser les bonnes questions avant d'avoir les problèmes. Accessoirement, le format Java ZDT qui propose d'étendre la RFC 3339 vient de Java. Alors côté PHP, je maîtrise un petit peu plus. Il y a deux classes, il y a datetime et datetime pour gérer les heures et les fuseaux horaires. La librairie standard, elle est au top. Vous pouvez lui passer une chaîne de caractères un peu à l'arrache et il va bien vous donner le lundi prochain à 10 h. Par contre, ça ne gère pas le format Java ZDT. En fait, le format Java ZDT de la RFC, là, c'est pas standard. Donc PHP a sa propre implémentation. Si vous voulez donner le fuseau horaire dans une chaîne de caractères, il ne faut pas mettre les crochets. Je suis allé voir aussi du côté de Python, alors je maîtrise pas trop, mais ça a l'air fonctionnel, mais pas terrible. Notamment sous Windows, où les fuseaux horaires fonctionnent assez mal, ou alors il faut ajouter une librairie externe et tout ça. Il y a eu quand même des améliorations dans Python 3.2 et Python 3.9. C'est peut-être le cas pour le coup de Windows, c'est peut-être le cas aussi dans les autres langages, mais j'ai l'impression que c'est masqué par le langage, là où pour Python ils sont explicites. Et après je suis allé voir la pire, JavaScript. JavaScript, c'est la pire librairie pour gérer les dates possibles. Ils ont une classe qui s'appelle date. Déjà, vous n'avez pas de classe pour gérer les fuseaux horaires. C'est pas pratique, il y a des erreurs, c'est inconsistant. Là, je lui ai demandé une date, donc il m'a dit on est le 17 avril. Si je veux avoir, donc il me donne un objet, je crée un objet date. Si j'appelle getDay, il me dit le 3, sauf qu'en fait on est le 17. Pourquoi? Parce que getDay, c'est le jour de la semaine. Si je veux avoir le jour du mois, il faut que j'appelle getDate. Donc j'ai une instance de date, j'appelle getDate, j'ai un nombre. Et si j'appelle getMonth, il me donne 3, très bien, sauf qu'en fait on est en avril, parce qu'en JavaScript les mois sont indexés par 0, donc janvier c'est 0, décembre c'est 11, donc autant vous dire que tout le monde se trompe. Alors ce qui est cool, c'est que quand la librairie standard elle fonctionne pas très bien, il y a des librairies externes qui montent en puissance. La référence en JavaScript c'est Moment.js. C'est super puissant, l'API est top, super simple à utiliser et tout ça. Le petit problème, c'est qu'il faut lui ajouter Moment Time Zone pour gérer les fuseaux horaires. Et donc Moment et Moment Time Zone, vous allez envoyer 200 kilo-octets GZIP à votre client. En comparaison, React avec React DOM, c'est 50 kilo-octets, Angular Core, c'est 75 kilo-octets. Donc ça fait un peu beaucoup juste pour gérer des dates. Et en plus de ça, Moment.js est déprécié, donc c'est amené à être remplacé soit par Luxon, soit par Day.js, qui sont 2 concurrents, on va dire, et surtout par Temporal, qui est une proposition d'amélioration de la lib standard JavaScript, qui, pour le coup, elle, va se baser sur le format Java ZDT pour son rendu des dates, mais ça gère beaucoup plus d'autres trucs, ça gère les calendriers et tout ça.
C'est au stage 3 actuellement, donc stage 3 ça veut dire que c'est vraiment pas très loin de la sortie, mais ça attendait notamment la standardisation du format pour avancer. Donc on a vu maintenant à peu près comment dans les langages on gère, maintenant comment on fait en SQL. En SQL, c'est compliqué. Alors comment les bases de données gèrent les fuseaux horaires? Je suis allé voir la doc de PostgreSQL, je connais pas trop PostgreSQL, moi je travaille plus avec MariaDB, mais ils écrivent dans la doc, le standard SQL possède un mélange étrange de types de date, heure et de possibilités. Je suis allé voir la doc de Postgres parce qu'elle est en français et qu'elle est bien documentée. Et donc en lisant ça, je me dis que c'est quand même mal barré. Mais bon, qu'à cela ne tienne, je fais quand même des tests. Hein. Donc j'essaye de lui... Il y a un type de colonne qui s'appelle timestamp TZ. Timestamp, ça fait vaguement penser au point temporel. TZ, ça a l'air d'être time zone. Donc j'essaye d'insérer le 1er janvier à minuit, UTC plus 10, donc ça doit être l'heure de Sydney, quelque chose comme ça. Et il me dit, pas de problème, il est bien 15h le 31 décembre 2023. Alors pourquoi il fait ça? Je m'attendais à rien de tout ça globalement, mais en fait, SQL en interne, lui, il va stocker la valeur UTC plus 0. Donc quand je lui donne minuit UTC plus 10, il me dit bah, en fait il est 14h la veille réellement. Et j'ai exécuté ce code sur ma machine et ma machine elle est en fuseau horaire Europe-Paris et donc il fait la conversion inverse, il dit bah, 14h mais en fait tu veux Europe-Paris donc bah, il est 15h chez toi. Sauf qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est minuit le 1er janvier. Dans mon cas, je veux afficher l'heure locale. En fait, j'en ai rien à faire de savoir quelle est l'heure à Paris quand je suis à Sydney. Mais bon, je me dis, c'est peut-être, ok, il faut peut-être que je m'y fasse. Alors, on peut changer, en SQL, on peut changer pour son client son fuseau horaire. Donc, je pourrais essayer de voir que je suis bien à Sydney et changer. Comme ça, il va me refaire la conversion UTC plus 10. Bah, sauf qu'en fait, même ça marche pas, parce que potentiellement, je peux avoir deux lignes différentes, une qui serait à Sydney, une qui serait à Paris, une qui serait à Los Angeles, et donc je peux pas changer au sein du même appel le fuseau horaire. Et on l'a vu, le décalage UTC, c'est cool, mais en fait, c'est pas suffisant. Dès qu'on veut modifier une date, à quelle heure vous voulez lancer la facturation de votre client, avec les changements d'heure d'été, heure d'hiver et tout ça, ben, en fait, juste les décalages UTC, ça suffit pas. Alors, tous les SGBD ont quand même une façon de convertir les dates en fonction des fuseaux horaires. C'est généralement la base du YANA qui fait foi, mais ce n'est pas toujours le cas. SQL Server, c'est sous Windows, donc ça utilise la base de fuseaux horaires de Windows. Et du coup, comment on stocke? Et ben en fait, le mieux, c'est déjà de stocker une valeur date dans un champ date. Hein. Ça n'allait pas stocker ça dans un champ int. Mais si vous voulez stocker, bah, vous pouvez stocker 12h35 dans un champ et dans une autre colonne, le fuseau horaire. Là, la grande question, par contre, c'est de savoir est-ce que c'est 12h35 à l'heure de Paris ou est-ce que c'est 12h35 UTC plus 0 et donc 14h35 à Paris. Alors les pros, heure locale de la donnée, ils vont dire que bah, en fait, 12h35 à Paris, déjà c'est super facile à débugger parce que 12h35 à Paris, c'est 12h35 à Paris. Et encore, nous on est en France, il y a 1 heure ou 2 heures de décalage, donc le calcul mental n'est pas trop compliqué de rajouter 1 ou 2 heures, mais si vous êtes en Inde et que vous avez 5h30 à rajouter, ça fait des demi-heures, potentiellement vous allez changer de jour. C'est pas très pratique. Accessoirement, si la loi change, l'heure locale de la donnée, bah, ça reste l'heure locale de la donnée. En fait, si en France on reste sur l'heure d'été, 12h35, ce sera toujours 2h35. Les pros heure UTC, par contre, pour le stockage, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que globalement, ça permet de comparer les dates sur deux fuseaux horaires différents pour trier. En fait, s'il est 14h à Tokyo et 12h à Paris, et bah 14h à Tokyo, ça arrive avant 12h à Paris, puisqu'ils sont beaucoup plus à l'est que nous. Plus généralement, ça met la représentation de la date sur la vraie ligne temporelle. Ça évite aussi les problèmes avec l'heure d'été. On l'a vu tout à l'heure, le 29 octobre 2023, on est passé 2 fois entre 2h et 3h. Si vous avez stocké 2h35 dans votre base de données, en fait, vous allez passer 2 fois à 2h35. Donc si c'est le moment où vous facturez vos clients, vous allez les facturer 2 fois en octobre et jamais en avril. Et finalement, ce dernier point fait que c'est plutôt considéré comme une bonne pratique de stocker la valeur en UTC et de faire les conversions après dans votre langage ou dans vos appels SQL.
Alors on a vu les langages, on a vu le stockage. Maintenant, si vous voulez exposer tout ça dans une API, comment ça marche? C'est un peu le même combat que pour SQL, mais avec plus de flexibilité, puisque c'est vous qui avez la main dessus. Donc vous risquez plus de vous planter aussi. Globalement, le format, si vous voulez sortir le format date, le format RFC 3339 pour de l'affichage, c'est cool avec tout sauf le fuseau horaire. Ça suffit d'ailleurs si vous voulez juste afficher l'heure locale, si vous voulez pas faire des conversions de date, tout ça, ça marche. Est-ce qu'on utilise le format Java ZDT? Il n'est pas encore standardisé, donc plutôt pas trop. Probablement, la meilleure façon de sortir dans votre API, c'est cette façon-là, c'est avoir le format de la RFC 3339 dans un champ date et le fuseau horaire dans un autre champ, comme ça vos utilisateurs peuvent se débrouiller avec. Probablement dans quelques années on pourra mettre tout sur la même ligne, mais pour l'instant c'est pas vraiment le cas. Alors je fais une petite digression sur le bug de 2038. Le bug de 2038, qu'est-ce que c'est? En fait, depuis tout à l'heure, je parle de représentation de date avec des années, des jours et tout ça, mais en fait, la machine, elle stocke ça, elle stocke le timestamp. Le timestamp, c'est le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970, et elle stocke ça dans une colonne. Sauf que la taille de stockage maximale d'un nombre sur un système 32 bits, c'est 2 milliards 100 millions et des bananes. Et si on compte 2 milliards 100 millions de secondes depuis le 1er janvier 1970, on va arriver en janvier 2038. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'on va dépasser ce chiffre maximal, la machine elle va boucler, elle va repartir à moins 2 milliards 147 millions, et donc on va se retrouver en 1901. Donc XKCD le dit bien, il faut se préparer à ce bug-là. Alors vous allez me dire, je parle de système en 32 bits, mais ça fait longtemps qu'on a des systèmes 64 bits, on peut stocker vachement plus que 2 milliards sur un nombre en système en 64 bits. Pour autant, la version 8.0 de PHP avait une gestion des heures d'été qui était impactée par ce bug-là. Nous, dans notre stack de test, on a des dates qui sont futures, on les met en 2100, comme ça on est tranquille. Sauf que quand on est passé à PHP 8.1, toute notre stack de test a planté parce que le rendu des dates avait toutes les heures d'été étaient en heure d'hiver, en fait UTC plus 1 et pas UTC plus 2. Alors ça a été corrigé en PHP 8.1 qui est sorti en 2021, mais il y a possiblement plein d'autres bugs qui traînent dans des librairies ou dans des langages encore sur ce sujet-là. Alors vous allez me dire, en fait, vous êtes juste pas bon, en fait, à Mapado, vous savez pas très bien gérer les dates. Ok, sauf qu'en fait, ça arrive aussi à tout le monde. Ça, c'est GitHub en novembre 2022. Si vous postiez un commentaire un dimanche matin, il apparaissait dans le futur. Donc ils sont aussi mauvais que nous. Ça, c'est il y a quelques semaines, c'est un téléphone Android, c'est un téléphone OnePlus, on vient de passer à l'heure d'été, et en fait, sur ce téléphone, Revons en Ardèche était passé à l'heure d'été, mais Paris était resté à l'heure d'hiver. Alors voilà, on a vu que c'était quand même bien le bazar, et encore, je ne vous ai pas parlé des secondes intercalaires. Les secondes intercalaires, qu'est-ce que c'est? La Terre, elle tourne à peu près à la même vitesse tout le temps, mais parfois elle tourne un tout petit peu plus lentement autour du Soleil. Et donc parfois on a besoin de rajouter une seconde le 31 décembre à 23h59 et 60 secondes pour réajuster nos horloges à la vitesse de rotation de la Terre. Mais bon, finalement, les humains sont quand même coordonnés à l'échelle de la planète pour avoir un système universel, ce qui est quand même plutôt rare quand même. Enfin, un système universel sur la planète, c'est plutôt un système terrestre, quoi, finalement. Qu'est-ce qui va se passer quand on aura colonisé la Lune ou Mars? Est-ce qu'on va garder UTC comme référence? UTC, c'est un peu l'heure locale de la Terre, quoi. C'est peu probable, on aura peut-être, je sais pas, un temps solaire, un temps de la galaxie plus tard, je sais pas. D'ailleurs, il y a la Maison Blanche qui a déjà demandé à la NASA de plancher sur un temps lunaire coordonné, parce qu'en fait, sur la Lune, le temps s'écoule un tout petit peu moins vite, de quelques millisecondes par jour. Mais en prévision de faire des missions longue durée sur la Lune, ils ont besoin de travailler là-dessus. En fait, on a un peu simplifié tout à l'heure au début de la présentation sur la représentation du temps. Mais on sait que le temps est étiré, plus on s'approche des objets supermassifs comme les trous noirs, plus le temps est étiré. Là encore, comment on va gérer la conversion? Est-ce qu'il y aura des valeurs qui s'écoulent plus ou moins vite? Est-ce qu'on va convertir des choses? Je vous balance tout ça, mais pas de panique, j'ai pas tout pigé non plus. Alors je vous en fais un petit dernier pour la route. L'Antarctique.
L'Antarctique, c'est ce petit continent inhabité dans lequel cohabitent 12 fuseaux horaires différents. Alors, l'Antarctique, c'est pas officiellement divisé en fuseaux horaires, mais le pays a été divisé en territoires dans lequel on applique le fuseau horaire soit du pays auquel le territoire appartient, soit du pays qui approvisionne ce territoire-là. Mais il y a certaines bases scientifiques qui sont un peu lâchées, un peu plus que ça. Il y en a une qui porte bien son nom, c'est la station Troll. La station Troll, elle est revendiquée dans une zone, elle est dans une zone qui est revendiquée par la Norvège. Elle suit le temps universel d'octobre à mars, c'est pas du tout l'heure de la Norvège. Et de mars à octobre, donc quand l'hémisphère nord passe à l'heure d'été, ils sont passés à UTC plus 2, donc ils appliquent un décalage de 2 heures vis-à-vis de UTC et vis-à-vis de leur heure d'hiver, ce que personne ne fait sur la planète à part eux. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses sur les fuseaux horaires, autres que c'est un peu plus compliqué que ça. Je m'appelle Julien Degnaud, les slides sont déjà sur mon blog, vous pouvez me retrouver sur les différentes plateformes. Nous on fait du PHP sur Lyon, s'il y a des gens qui sont perdus ici, à Devox à Paris, on recrute des gens. Il reste du temps pour les questions, si vous en avez. Ouais. Merci beaucoup pour cette super presse. Ma question elle est par rapport aux préconisations des API. Tu dis que pour les bases de données, on préconise de stocker en UTC-Z. Pourquoi les API, on ne suit pas la même préconisation? Tu mettais la time zone dedans si ma mémoire est bonne. Parce que si tu as le décalage UTC, tu peux ne pas utiliser la... Enfin, tu donnes ce que tu veux à ton API, mais en fait là, ça te donne déjà une indication, qu'il est 14 heures, alors que si tu sortais le temps à UTC plus 0, tu aurais sorti 12 heures. Et donc, ça aurait été à ton client d'API de faire la transition finalement, alors que là, tu lui donnes déjà son heure locale. Mais est-ce que c'est pas ça la bonne pratique que le client fasse toujours la conversion en fait dans sa time zone à lui et pas, parce que là, moi, je pense à un serveur qui donnerait une date et qui te dit, ben voilà, il est telle date, mais c'est relatif. Et moi, je préfère que mon client dise, dans ma time zone, ça veut dire ça en fait. Voilà. Déjà, faut jamais croire les clients, faut jamais croire tes utilisateurs, d'une part. Parce que pour le coup, nous, on a eu plein de soucis, genre on a des douchettes pour scanner les billets, et donc on envoie ça aux utilisateurs, et en fait, quand ils règlent l'heure, ils changent pas le fuseau horaire, et donc ils se retrouvent avec une heure de Chine avec... ils s'auto-décalent sur la ligne temporelle, et donc ils faisaient n'importe quoi. Accessoirement, là, vis-à-vis de UTC plus 0, tu peux faire ton calcul. Si tu veux changer, si tu veux calculer l'heure de Pékin, tu peux le faire. À partir de ça, tu passes à 14 heures, tu reviens à 12 heures, puis tu rajoutes 9 heures, je pense. Alors que si tu es à UTC plus 0, tu as perdu une info, tu as perdu ton info locale. En plus, la time zone, ça suffit pas si tu sais pas si tu es en heure d'été ou heure d'hiver. Donc si tu as 2h30 le 29 octobre, il te manque une info, donc il faudra rajouter une troisième colonne qui est le plus. Ok, merci. Je sais pas, il y a plusieurs mains levées. Je reviendrai sur le bug de 2038. Oui. Est-ce qu'il y a des préparations pour gérer ce bug ou comment compte y faire face? Je ne sais pas vraiment. Pour le coup, je pense que ça devrait aller. Le bug de l'an 2000 est passé plutôt tranquillement, donc je pense 2038 ça ira. On a encore quelques années avant d'y arriver, et finalement les gens détectent les bugs, et donc c'est corrigé au fur et à mesure, mais il y a peut-être encore des trucs qui traînent un peu dans les code base et tout ça, qui sont à corriger. Donc je pense que c'est plutôt les langages ou les librairies internes au système qui vont gérer ça, et pas forcément aux développeurs qui utilisent les langages. Mais je suis pas tout à fait sûr. Merci. Il y a plusieurs bras au fond. Oui, une question pour savoir si j'ai bien tout compris. Si on parle d'une date, heure passée, l'offset peut nous suffire. Par contre, si on parle d'une date dans le futur, il faut surtout qu'on conserve ce fuseau, puisque la résolution de la date vis-à-vis de l'UTC peut changer, surtout quand on a vu les pays qui changeaient de fuseau, voire même peut-être
l'Europe et la France qui, plus tard, décideraient de fixer à 2 heures si il nous manque ce truc-là, si on planifie quelque chose dans le futur, quand la règle va changer, on aura 1 heure de décalage, c'est ça ? Oui, probablement. Pour l'anecdote, là, sur la résolution du bug de PHP 8, les gars de PHP, ils ont dit ouais, mais en fait, ça se passe dans le futur, donc on ne sait pas vraiment ce qui sera à ce moment-là. Mais finalement, la bonne façon d'ici là, c'est plutôt de rester sur la règle en place. Là, tout à l'heure, il y avait une conf sur le jeu vidéo, d'anticiper un peu ce qui va se passer plus tard sur les autres joueurs. Là, c'est un peu la même logique, je pense. Mais oui, après, dans tous les cas, il faut stocker le maximum d'informations. Et normalement, si tu as le vrai point temporel, le timestamp, c'est le vrai point temporel, c'est à UTC plus 0, bah, le temps, il change pas, théoriquement. Donc si tu as le point temporel plus ton fuseau horaire, ça devrait suffire, mais peut-être ça va merdouiller pendant les passages à l'heure d'été. Enfin, si on se planifie un transfert d'argent à une date précise, on pourrait avoir un décalage puisque c'est l'heure locale qu'on indique en tant qu'utilisateur. Potentiellement, ouais. Potentiellement, si la loi change, en fait, va falloir... théoriquement, il faut que tu regardes dans ta base de données si mettons, la France veut rester sur l'heure d'été, il va falloir qu'on aille voir dans toutes nos bases de données sur tous nos items qui sont à Europe-Paris, prendre tous les slots qui sont en heure d'hiver actuelle et les décaler en heure d'été vis-à-vis du TC. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à ta question. Ouais, c'est le bazar, quoi. Bonjour, merci déjà. Moi j'ai un souci de mon côté, c'est pour gérer l'heure d'été. Et en fait on est en temps réel, donc les personnes doivent par exemple mettre une pause de 1h50 à 2h20. Donc ils ont pris 1h30 de pause à la fête. T'as des solutions? Là, pour le coup, ça vaut probablement le coup de se caler sur vraiment le timestamp, qui est vraiment le nombre de secondes écoulées. Et donc, tu peux normalement faire ton calcul, 1h50 à heure d'été ou heure d'hiver. Finalement, il est, je sais pas quoi, minuit 50, GMT plus 0. Et quand tu as pris 1h30 de pause, en fait, t'enlèves 2 heures et pas 1 heure. Donc, tu vas réenlever 1 heure, donc tu vas retomber sur ta 1h15 de pause. Finalement, je pense, mentalement, je pense le mieux, c'est vraiment de se dire faut être sur la ligne temporelle. Et après, c'est la façon dont on représente les trucs. Ok, on est à Paris, donc on décale d'1 heure un peu fictivement vis-à-vis de vis-à-vis de cette ligne de ton timestamp. Ok, ouais, donc se baser vraiment sur l'UTC et après on se démerde sur la suite. Dans ce cas-là, probablement. Ouais. Ok, ça marche, merci. Oui, bonjour, merci pour cette présentation très complète. Je rejoins en fait donc mon collègue qui a posé la question tout à l'heure par rapport aux bases de données, tout ça. Donc tu disais qu'en base de données, il est préférable de mettre du UTC. Et c'est toujours la même question. Comment tu résous un processus futur en fait, qui devrait envoyer une facture à 2 heures du matin, le 2 avril, je ne sais pas quelle année, il se trouve que cette heure-là n'existera jamais parce que c'est le passage à l'heure d'été. Donc c'est une heure qui en réalité n'existera jamais. Je pense que c'est presque philosophique comme question. Ça rejoint un peu le truc de les gens qui sont nés le 29 février, quand c'est leur date d'anniversaire. Je pense qu'il y a un peu ce truc-là. Là, c'est presque ton code métier, savoir est-ce que tu veux finalement peut-être. Ce que tu peux faire, c'est tester ton heure, elle est passée et tu n'as pas facturé ton client, donc facture-le. En plus, ton app, elle sera plus résiliente. Si ton cron il plante, il repassera 1 heure après. Donc c'est l'appli qui doit gérer. Le stockage, il est toujours en UTC, c'est la meilleure pratique de tout. Probablement, oui. Finalement, quand tu veux facturer, si tu veux facturer en heure locale à 2 heures, tu vas facturer à 1 heure UTC. Et donc, tu lances ta facturation dès que le temps UTC a dépassé 1 heure. Ça marche, super. Merci. Merci à vous.